Il s'adresse aux 3 garçons en demandant plus précisément à Ludovic: si tu m'aides à chercher mon chien, je te donnerai des bonbons. Je l'ai vu partir sous mes yeux, donc c'est indélébile. Mon frère, il est mort ce jour-là. Dès lors qu'on peut plus être heureux, on est mort. Mes parents, ils étaient dans la recherche. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était leur fille. Leur fille, leur fille, leur fille, leur fille. Jeudi 17 mars 1983, Ludovic Janvier, 6 ans, est enlevé sous les yeux de son frère. Il y avait un monsieur qui était habillé tout en bleu, un casque bleu. Il m'a regardé, le monsieur l'a pris par la main et ils sont partis. Ils cherchent, il n'y avait déjà plus de Ludovic. Très étonnamment, les enquêteurs commencent par envisager la piste familiale. C'est vécu comme comment peut-on nous accuser alors que Ludovic, c'était notre enfant chéri. Les enquêteurs recensent ensuite les délinquants sexuels de la région. J'aurais tellement aimé dire c'est le monsieur, c'est lui. J'en ai vu des photos, mais à aucun moment je l'ai reconnu. 4 mois après l'enlèvement de Ludovic, un autre petit garçon est enlevé. Il me dit t'inquiète pas, je connais tes parents, on va faire un petit tour, tout de suite j'ai compris. Grégory est miraculeusement retrouvé le lendemain, laissé pour mort par son ravisseur. L'état de cet enfant est absolument affolant. 2 heures plus tard, il était mort. Il est mort à l'intérieur, mon frère. Tous les jours, il souffre. Je sais que c'est pas l'homme aujourd'hui qu'il aurait dû devenir. On met évidemment cette agression en parallèle avec ce qui a pu arriver à Ludovic. Les enquêteurs ne parviennent pas à élucider ces enlèvements et les dossiers sont clôturés 3 ans seulement après les faits. On parle d'enfants. On ne peut pas clôturer des dossiers où on parle des enfants. Et c'est une femme, Férouz Bendouyou, dont la petite sœur a disparu en 1987, qui va parvenir à faire rouvrir les dossiers. Je suis à la traque du prédateur. Je ne laisserai pas les actes impunis, en fait. Je ferai tout pour mettre un terme à leur parcours criminel. Aujourd'hui, le nouveau pôle de Nanterre, spécialisé dans les crimes non élucidés, reprend à zéro ses dossiers. Ce qui est formidable avec ce pôle Cold Case, c'est qu'ils ont décidé d'utiliser de nouvelles méthodes d'enquête. C'est un espoir réel, un espoir que tout soit fait pour essayer d'élucider ces dossiers, et on y veillera. C'est en compagnie de Jean-Marc Bloch, ancien patron de la PJ de Versailles, et de Négar Aéri, avocate pénaliste, que nous allons revenir sur ces affaires non élucidées. Le chemin du retour pour rejoindre leur maison. C'est au retour du tabac où on trouve un caddie et on décide de mettre Nicolas dans le caddie pour s'amuser un peu. Et en fait, sans faire exprès, je coince un doigt à Nicolas et en fait, il y a un premier monsieur qui nous dit vous pourriez faire attention à votre petit frère. Et donc là, on décide de le descendre du caddie et puis on continue notre chemin. Et puis après, on fait quelques mètres et là, une deuxième personne nous interpelle pour nous demander de l'aider à chercher son chien loup. Et si on retrouve son chien loup, il nous achèterait des bonbons, quoi. Avec Ludovic, on se regarde, bonbons, voilà quoi. Ça nous envie. Et puis la suite. La suite. Après ce dernier regard échangé avec son petit frère, Jérôme part en courant avertir ses parents. Au lieu d'aller, comme il me l'avait dit, dans l'autre côté, quoi, je me suis précipité chercher mes parents. Ça a été très très vite. Et là, je suis rentré chez moi, j'ai prévenu mon père. Ma mère s'est mise à hurler. Et sont partis en trombe.
Je reste avec Nicolas et on attendait dans la salle à manger. Je vois mes parents revenir et puis ma mère qui pleurait et là qui décide d'appeler pour qu'on nous aide à retrouver notre frère. Donc ça a été très très vite. Hein, oui. À 20h25, les policiers de la sûreté urbaine de Saint-Martin-d'Hères reçoivent l'appel angoissé des parents de Ludovic. Ils rejoignent au plus vite le logement de la famille Janvier. Ils ont juste demandé comment ça s'était passé. Je leur ai expliqué rapidement et après c'est plus avec mes parents qu'ils ont échangé. Sur le Parce que, sur le ouais, 15. c'est que... Et puis... Il vous a parlé, ce monsieur? Ouais, il a dit, si tu trouves mon chien loup, je t'achèterai des bonbons. Je voyais les caméras pour la première fois, monsieur qui me parlait, j'étais un petit peu intimidé, donc je regardais ma mère qui était à côté, c'était particulier. Il pourrait s'effondrer, pleurer, bafouiller. On voit tous les efforts qu'il fait pour essayer de répondre. Ce petit sourire qui est plus un rictus défensif. Et on pourrait penser qu'il s'en moque. Et quand on est si spécialisé sur le domaine, on voit la détresse qu'il y a derrière ce petit rictus. Virginie est la seule fille des 4 enfants de la famille Janvier. Elle s'apprêtait à fêter ses 5 ans quand Ludovic a été enlevé. Moi, j'étais au Mans chez mes grands-parents. J'avais eu ma mère au téléphone qui m'avait dit qu'il m'offrirait une poupée, voilà. Le rêve de chaque petite fille de 5 ans, quoi, d'avoir la belle petite poupée avec tous les vêtements qui vont avec. Mais cruelle coïncidence, Ludovic a disparu le jour de son anniversaire. J'ai même pas fêté mes 5 ans, je vois bien qu'il se passe quelque chose. Le lendemain, j'étais dans la pièce principale avec mon grand-père et ma grand-mère, et quand j'ai vu mes parents à la télé. Contre un radiateur, et puis ils m'ont allumé un coup d'almanach de département, et ça a commencé comme ça, et puis dis-nous où est ton fils, dis-nous où est ton fils. Et puis voilà, donc il avait beau répondre c'est pas moi, ils en avaient rien à faire. On a entendu parce qu'il l'a raconté à notre mère. On a tellement vu notre père pleurer parce qu'il s'en est toujours voulu d'avoir envoyé les garçons acheter des cigarettes. Hein. Et suite à ça, mon père qui est parti dans des dépressions et voilà, qu'on était laissés à nous-mêmes, quoi. Jean-Marc, nous sommes place de la République à Saint-Martin-d'Hères. C'est à cet endroit que Ludovic Janvier a été enlevé ce terrible soir du 17 mars 1983. Jérôme, son frère aîné, nous a raconté avec beaucoup de détails le stratagème utilisé par le ravisseur et on comprend toute sa détresse au moment où il a vu son petit frère s'éloigner tenant par la main cet inconnu. Oui, Arnaud, je rappelle que Jérôme avait 7 ans. Or, à cette époque-là, un enfant ne remettait pas en cause la parole d'un adulte, elle faisait autorité. En plus, les arguments utilisés, un chien, des bonbons, sont des arguments absolument imparables. Et je crois que ça fonctionnerait encore aujourd'hui. Je crois que n'importe quel enfant de l'âge de Jérôme aurait réagi de la même façon que lui. D'après Jérôme, l'homme était casqué, ce qui pourrait sous-entendre qu'il avait un 2 roues, même si on imagine assez mal un homme enlever un enfant avec une mobilette ou une moto. Oui, il y a 2 possibilités, Arnaud. Soit cet homme avait un casque, parce qu'effectivement, il avait une mobilette, une moto ou un scooter. Il a enlevé cet enfant avec cet engin.
mais ça aurait pu attirer l'attention, parce qu'un enfant sans casque sur un tel engin, ça peut attirer l'attention. Ou alors, ce casque avait pour but de modifier même très partiellement la physionomie du ravisseur. J'aimerais, Jean-Marc, qu'on s'arrête sur la piste familiale, envisagée très rapidement par les enquêteurs. Cela voudrait dire que le papa de Ludovic avait un complice, ce qui paraît tout de même très improbable dans le cas d'un enlèvement parental. Bah oui, on sait, le père de famille était chez lui au moment de la disparition de son fils. J'imagine très mal ce père de famille dire à un de ses amis « Voilà, tel jour à telle heure, je vais envoyer mes enfants acheter des cigarettes juste à côté de chez moi et tu vas en enlever un. » Non, Arnaud, ça tient vraiment pas la route. Et dans le cas d'un enlèvement intrafamilial, c'est celui des deux parents qui enlève l'enfant qui disparaît avec lui. Pourtant, les enquêteurs semblent y avoir cru et ont même procédé à un interrogatoire très violent. Ouais, il semble bien qu'ils y ont cru et que d'après les dires du père, les méthodes utilisées étaient peu recommandables, peu avouables. Mais c'est vrai que nous étions en 1983, qu'à cette époque-là, les moyens de recherche technique et scientifique étaient réduits à leur plus simple expression et que l'aveu, comme on dit, était la reine des preuves. Alors bien sûr, certains, surtout en cas d'enlèvement d'enfants, étaient tentés d'utiliser des moyens peu avouables pour obtenir des aveux, pour obtenir des éléments d'enquête. Arnaud, je vous rassure, aujourd'hui, ces techniques ne sont plus de mise. Rapidement, une information judiciaire pour enlèvement et séquestration est ouverte. L'enquête est alors confiée conjointement à la police et à la gendarmerie de Grenoble. La piste familiale étant définitivement fermée, c'est celle de l'enlèvement par un prédateur qui s'impose. Les enquêteurs recensent et vérifient l'emploi du temps des hommes de la région mis en cause dans des affaires d'agression sexuelle sur mineurs. Les enlèvements d'enfants, majoritairement, en dehors des situations de couple qui séparent, où c'est tout à fait d'autres enjeux, c'est essentiellement des modes opératoires avec derrière des agressions sexuelles. On cherche parmi les délinquants sexuels ou les personnes repérées pour des faits de pédophilie. Quand on enlève un enfant, on pense mort de l'enfant. Donc on va essayer d'aller vite. Et très rapidement, une dénonciation anonyme oriente les enquêteurs. Il y a un homme qui vit dans un camping à Vorep, qui a une mobilette, parce qu'on est sur cette piste de la mobilette à cause du casque, évidemment. Vorep est une petite ville située à 25 km au nord de Saint-Martin-d'Hères. C'est ici que vit l'homme qui intéresse les policiers. Dans les enlèvements d'enfants, les prédateurs partent pas très loin. C'est quelques kilomètres. Ça reste quand même en périphérie de l'enlèvement. Et certaines fois, ils violent très rapidement et ils tuent très rapidement. Le corps est souvent retrouvé à quelques kilomètres. C'est rarement des corps qui sont retrouvés 800 kilomètres plus loin. La caravane de ce premier suspect, qui a déjà tenté d'agresser sexuellement des enfants en leur promettant des bonbons, est perquisitionné. Un casque similaire à celui du ravisseur est découvert. Mais l'homme dit avoir été chez ses parents le soir de l'enlèvement. Et surtout, Jérôme ne le reconnaît pas. J'aurais tellement aimé dire c'est le monsieur, c'est lui. Pourtant j'en ai vu des photos, mais à aucun moment je l'ai reconnu. La piste du campeur de Vorep abandonnée. D'autres délinquants sexuels de la région sont entendus. Et Jérôme est régulièrement sollicité par les enquêteurs. Il venait me chercher à l'école, il m'emmenait pour que je regarde des photos. Après, il me ramenait à l'école. Ça a duré quelques semaines comme ça. L'enfant est également appelé à préciser son témoignage.
Je détaille bien une quarantaine d'années, assez bouffi du visage. Ça, c'est le... Je me rappelle très bien. Bedonnant, c'est fort, quoi. Une voix assez gentille. On avait l'impression que cette personne sortait de l'usine, quoi. Il t'habille en bleu de travail, chaussures à fermeture éclair, une veste noire, casque sur la tête. Et pas méchant à première vue, quoi. Ce sont des prédateurs d'enfants, ils savent parfaitement ce qui va fonctionner un enfant. S'ils arrivent avec une tête... À établir ce qui est arrivé à Ludovic Janvier. Qui est l'homme au casque qui prétextait avoir perdu son chien? Ludovic est-il encore vivant? Est-il séquestré par son ravisseur? Toutes ces questions restent sans réponse. C'est alors qu'un homme appelle anonymement pour dire que le petit garçon va bien. C'est un juge d'instruction de Grenoble qui reçoit cet appel près d'un mois après l'enlèvement. Au bout du fil, un homme explique calmement que Ludovic est chez lui. Arrêtez de chercher. Ne vous donnez pas tout ce mal pour rechercher cet enfant. Dites aux parents que leur enfant va bien. Je le vois jouer dans le jardin. Il est là, il va bien, il est choyé, il est gâté. Je devais l'enlever parce que ma femme n'allait pas bien, qu'il fallait qu'on ait un enfant. Nous ne pouvons pas avoir d'enfant, ne cherchez pas. Ne cherchez pas cet enfant. Et que si on ébruitait l'affaire, il passerait la frontière. L'appel avait été aussi donné aussi à mes parents. Donc ça faisait un double appel. Après, pourquoi dire ça à mes parents et à la juge? Ça a été pris très au sérieux par le juge d'instruction à l'époque. Cet homme dit même qu'il a remonté cet enfant dans le nord de la France, qui sont à 800 km, il donne beaucoup d'indications. Donc c'est une chose qui devait être prise au sérieux, qui a été prise au sérieux à l'époque, mais dont on n'a rien pu faire en réalité. Pourquoi pas, après tout, un enlèvement d'une famille en mal d'enfants? Et ça existe, ces histoires. Pourquoi ça n'existerait pas chez nous? Donc on doit rester... on doit garder l'esprit ouvert pour toutes ces disparitions d'enfants. Vraiment, on doit garder l'esprit ouvert, même si on sait que dans 99% des cas, ça finit par un drame. C'est grand 6 ans. Les enlèvements de parents mal d'enfants, souvent c'est des bébés, des petits, avant 3 ans, parce que l'enfant à 6 ans a quand même une capacité à s'exprimer, à solliciter de l'aide, donc ça paraît quand même assez peu probable. L'auteur de cet appel anonyme ne sera jamais identifié. Et 4 mois après la disparition de Ludovic, aucune piste sérieuse n'émerge des investigations. On disait peut-être qu'un jour il va venir, peut-être qu'un jour il frappera à la porte. Puis nos parents nous disaient pareil, les grands-parents pareil. Je me rappelle de ma grand-mère qui me disait toujours « T'imagines s'il revient? T'imagines ?» Ben oui, j'imagine bien, mais... On a attendu tous ce moment-là, qu'il revienne. C'est un poison. L'absence de réponse, pour nous, c'est... On a besoin de savoir. On a besoin de savoir. Jean-Marc, qu'est-ce que vous pensez de la possibilité d'un enlèvement commis par un couple en mal d'enfants? Globalement, je pense que ce que dit Mme Romano est vrai. Les gens en manque d'enfants s'en prennent plutôt à des jeunes enfants. On a même vu des nourrissons enlevés dans des maternités. Mais Arnaud, une enquête de police judiciaire, c'est pas des statistiques, c'est pas un calcul de probabilité. D'ailleurs, dans un crime de ce type, on est toujours dans l'improbable, on est dans l'extraordinaire. Alors on se doit d'étudier toutes les hypothèses. Et c'est évident que quand on reçoit l'appel de quelqu'un qui revendique l'enlèvement de l'enfant qu'on est en train de rechercher, on doit mettre en œuvre tous les moyens matériels et humains dont on dispose pour retrouver, pour localiser et identifier la personne qui a appelé.
Jérôme Janvier a été énormément sollicité par les enquêteurs pour tenter de reconnaître sur des photos le visage du ravisseur. Son témoignage a même été déterminant pour écarter la piste du campeur de Vorep. Qu'est-ce que vous en pensez? Faut être extrêmement prudent. Je sais par expérience que le recueil des témoignages est toujours très difficile et que les témoignages sont toujours très fragiles, notamment quand il s'agit de celui d'un jeune enfant. Il est évident que la scène de cet enlèvement, la scène de ce crime, restera à tout jamais marquée dans la mémoire de Jérôme. Mais il se peut que sous le coup de l'émotion, il ait transformé un certain nombre de choses et qu'un certain nombre de détails aient été modifiés. En plus, c'est très difficile de reconnaître quelqu'un à partir d'une photo. Sur une photo, on n'a pas les attitudes, on n'a pas la gestuelle, on n'a pas les mouvements du regard, on n'a pas la voix, bien sûr. Alors c'est la raison pour laquelle on ne peut pas exclure définitivement et absolument les suspects qui n'ont pas été reconnus sur photo par Jérôme. Les enquêteurs ont fait des recherches parmi les délinquants sexuels répertoriés de la région. Est-ce que vous pensez que le ravisseur de Ludovic est forcément un récidiviste? Je n'en sais rien, mais de toute façon, c'est pas possible de travailler sur des gens qu'on ne connaît pas. C'est donc une bonne logique d'enquête que de travailler sur des gens qui sont répertoriés pour avoir commis des faits similaires, que de les entendre, que de vérifier leur emploi du temps et éventuellement faire des perquisitions à leur domicile. Le mode opératoire utilisé par le ravisseur paraît tout de même bien rodé. L'homme est calme, serein, il est sûr de lui. On pourrait penser qu'il ne s'agit pas d'une première fois. Ouais, mais il faut être extrêmement prudent. Les prédateurs sexuels, avant d'être récidivistes, ont toujours eu un premier passage à l'acte réussi. Dans ce type de crime, les pulsions dominent la peur, elles donnent de l'assurance, elles permettent de prendre des risques parfois même inconsidérés. Près de 4 mois après l'enlèvement de Ludovic Janvier, une autre disparition d'enfant va relancer l'enquête. Une nouvelle fois, le ravisseur a agi vers 19h15. Une nouvelle fois, la victime est un petit garçon, un enfant qui, 1 mois plus tard, allait fêter ses 8 ans. Les faits se sont déroulés le 9 juillet 1983, dans un quartier de Grenoble qui, à l'époque, était encore très peu bâti. C'est ici que Grégory Dubrulle vivait au 2e étage, du numéro 4 de la rue Adrien Ricard. Stéphanie n'avait que 5 mois quand son frère Grégory a été enlevé. Mais elle connaît par cœur les circonstances du drame. C'était le repas du soir et Grégory voulait retourner jouer au ballon. Très impatient d'y aller, bien sûr. La dernière bouchée avalée, Grégory descend en demandant à son demi-frère Eddy de le rejoindre au plus vite. Mais 3 minutes après, Eddy est descendu et Grégory n'était déjà plus là. Donc il est remonté pour dire qu'il n'était pas là. Et puis comment ça, il n'est pas là? Ma mère lui dit ça. Non, il n'était pas en bas. Puis Grégory il faisait tellement des farces aussi. Peut-être qu'il s'était caché, tout ça. Ils l'ont cherché un moment, il était très blagueur. Ils l'ont cherché un moment et puis quand ils ont vu que vraiment ils ne le retrouvaient pas, là ils ont appelé la police, quoi. La mère de Grégory appelle le commissariat de Grenoble à 20h45. Toute la nuit, des patrouilles sillonnent la ville à la recherche de l'enfant. Ils ont cherché dans les trous, dans les parcs, de partout. Ils ont vraiment cherché là où éventuellement un enfant aurait pu s'aventurer sans voir le danger. Ils ont quand même pris les choses très 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 vite au sérieux, quoi. Je pense que c'était justement par le fait que Ludovic Janvier venait de se faire enlever quelques mois auparavant. Ils ont vite réagi, très vite. Malgré des recherches très importantes, Grégory reste introuvable. Jusqu'au dénouement incroyable le lendemain vers 13h, à une vingtaine de kilomètres de Grenoble, près du col de la Placette.
Convenons-en, c'est un véritable miracle que le petit Grégory soit aujourd'hui vivant après cette agression. Enlevé, frappé, laissé pour mort et jeté dans une décharge publique, l'enfant, qui est âgé de 8 ans, parvenait à se traîner sur un chemin et à donner l'alerte. Grégory Dubreul a aujourd'hui 47 ans. Il se souvient comme si c'était hier du moment où il a repris connaissance, seul, en contrebas de ce petit chemin forestier, dans une sorte de fossé servant à l'époque de décharge sauvage. Il accepte aujourd'hui de raconter la terrible agression qu'il a vécue, mais il préfère ne pas montrer son visage. Il y a des pneus, il y a des meubles, j'ai mal à la tête de partout. C'est visqueux, il y a des mouches de partout, un mal de crâne terrible. Il ne me semble pas que j'ai marché, j'ai dû ramper ou à 4 pattes. Alors je suis monté à force des bras, comme ça, tac, tac, tac. Et j'arrive sur ce fameux chemin, il est en pierre, c'est un chemin de campagne avec l'herbe au milieu. Je sais que j'ai marché. 1 mètre, 10 mètres, je sais que j'ai marché. Et puis après, je suis tombé. J'arrive plus à... C'est un homme passant par hasard par là qui a appelé les secours. Transporté de toute urgence à l'hôpital de Grenoble, l'enfant est entre la vie et la mort, dans l'impossibilité totale de raconter ce qui lui est arrivé. Il a le crâne fracassé à l'époque. Les médecins indiquent dans le dossier que 2 heures plus tard, il était mort. Donc il est dans un état extrêmement grave. Il ne fait aucun doute que le ravisseur a tenté de tuer l'enfant. Bien sûr qu'il s'est loupé. On sait tous qu'il s'est loupé. J'ai repris vie. Mais lui, il m'a jeté tel... J'étais un cadavre, voilà, c'était une carcasse. Il m'a jeté tel une carcasse, il m'a pas déposé. C'est une carcasse. Ouais, je suis miraculé. Ah oui. Donc on met évidemment cette agression en parallèle avec ce qui a pu arriver à Ludovic, et on a l'espoir que, avec à la fois d'un côté le témoignage de Jérôme qui décrit un agresseur, ce que pourra en dire Grégory, l'affaire pourrait être résolue. Grégory Dubreul a été violemment frappé à l'arrière du crâne. Son cou, couvert d'hématomes, porte des traces de strangulation. Les enquêteurs ont hâte de pouvoir interroger le petit garçon, mais ils vont devoir attendre que son état de santé s'améliore. Tous espèrent, par son témoignage, obtenir des éléments qui permettront d'identifier le ravisseur. Et je sais pas, au bout de combien de jours j'ai repris mes esprits pour, voilà, que je sais qu'ils m'ont laissé un petit peu tranquille. C'est sur son lit d'hôpital que Grégory a raconté aux enquêteurs les circonstances de son enlèvement, juste après être descendu jouer dans la rue. Et moi, j'étais en bas, j'attendais mon demi-frère. J'étais assis sur l'allée. Et sur le bord de l'allée, il y a une voiture qui passe. Une très belle voiture, précise l'enfant. À son volant, un homme lui demande sa route. En fait, il me demande où le chemin débouche. Moi, je lui explique, et lui, il fait mine, il comprend pas. Et lui, il a joué sur table qu'il connaissait pas, c'était un peu ambigu ce chemin, vu que c'était pas une route normale. Voilà, il m'a endormi, dans la parole. Il était très agréable, pas de vulgarité. Juste, il m'a dit, vas-y, monte. Et le petit garçon est monté pour aider cet homme à trouver son chemin, malgré toutes les mises en garde de ses parents. À l'époque, ça a fait beaucoup de bruit, l'affaire Ludovic Janvier. Bien sûr que mes parents m'avaient prévenu. Du coup, mes parents m'avaient dit, attention, on cherche le chien de personne, prends les bonbons de personne, va avec personne.
Oui, j'étais méfiant. Mais après, voilà, t'es un gosse. Et, moi, on m'a pas dit qu'il fallait pas monter dans la voiture. C'est vraiment un enjeu fort pour l'enfant. Il est face à une réalité, il n'a pas le droit de suivre quelqu'un, un inconnu, mais d'un autre côté, il faut être gentil avec les gens, donc il est pris entre deux. Et souvent, il va céder à la personne qui a l'air très gentille, qui lui fait des grands sourires, et qui, sans trop de difficultés, l'embarque. Mis en confiance par son ravisseur, Grégory est heureux d'être dans une belle voiture. Je suis monté avec lui. Moi, j'étais tout fier. Voilà, j'étais dans une voiture sportive. Mes pieds ne touchaient pas le sol. Après, on arrive au bout du chemin. Et c'est là, je regarde, puis je fais, ça y est, on est arrivé, c'est le chemin, vous êtes arrivé sur la route. Et c'est là, il me regarde comme ça. Il me dit, t'inquiète pas, je connais tes parents. Et il a accéléré. C'est là qu'il me dit, mets-toi par terre. Du coup, je me suis mis par terre. Et j'ai compris, en fait, j'ai compris tout de suite. Tout de suite, l'affaire janvier, j'ai compris, ça y est, c'est fini. Et je ne vais pas rentrer ce soir chez moi, ça c'est sûr. J'étais pétrifié, j'étais apeuré, je bougeais pas. Lui, il était dans son truc, il roulait, il me regardait même plus. De toute façon, j'allais faire quoi? Ça y est, le piège, il est fermé. Et après, trou noir. Après, le trou noir. Ce que dit Grégory est tout à fait possible. Il est tout à fait possible pour un enfant exposé à un danger imminent, qu'il perçoit comme tel, s'évanouisse, genre je sors de mon corps et je suis plus là, je disjoncte psychiquement complètement. C'est déjà une forme de mort psychique. C'est extrêmement violent à vivre. Je comprends que Grégory n'ait pas voulu apparaître à visage découvert. Je le comprends. Les regards des gens compatissants, mais cette compassion qu'on voit dans leurs yeux, en fait, moi, je les prends plutôt comme de la pitié. Et ça fait mal. Donc, je comprends qu'il veuille être tranquille. Il faut qu'il soit heureux maintenant, qu'il soit bien. Moi, je sais qu'il y a eu un traumatisme. Et le traumatisme, ça fait... Il restera à vie. Il restera à vie. Mon frère, il est mort ce jour-là. Le petit garçon qu'il était, il n'est pas la personne qu'il aurait dû être. Jamais il pourra être heureux, en fait, tout simplement. On aura beau faire tout faire, jamais il sera heureux et personne ne pourra lui redonner ça. Il est mort ce jour-là. Dès lors qu'on ne peut plus être heureux, on est mort. Il est mort. À l'hôpital de Grenoble, Grégory va tout de même tenter de répondre aux enquêteurs. En présence de sa maman, il parvient à donner quelques informations, mais le petit garçon blessé et traumatisé a une mémoire très parcellaire des faits. Les premières questions des policiers portent sur le modèle de la voiture que conduisait son ravisseur. C'est difficile pour un enfant de 7 ans de reconnaître une voiture en particulier, un modèle, même s'il jouait sans doute aux petites voitures à l'époque. Il va parler d'un véhicule plutôt beige, avec un intérieur plutôt orangé, plutôt moderne. Et on va lui montrer des véhicules, on va lui demander si le véhicule ressemble à ça ou ça. Et on va lui montrer une Mercedes. Et il va dire, c'est plutôt celui-là, on va déduire que c'est une Mercedes. Pour moi, Mercedes, c'est la voiture qui va vite, c'est la voiture confort. Et en fait, ils ont contrôlé toutes les Mercedes de la région. Et on va, comme ça, recenser à peu près 200 véhicules, où on va faire l'histoire de ces véhicules et des propriétaires. Grégory tente également de décrire son ravisseur. Il avait allé entre 25, 30, 35 ans. Peut-être aller à 1m70, 1m75. Après, le visage, pas arrondi, plutôt comme ça. Ils n'arrivent pas à décrire. Tapi dans la voiture, Grégory a aussi remarqué que l'homme avait sur le bras droit un tatouage rouge.
C'était un cœur transpercé d'une flèche, les vieux tatouages de Popeye de l'époque, là. L'instruction se poursuit au tribunal de Grenoble, sans qu'aucune investigation ne permette d'identifier le ravisseur. Ce deuxième dossier d'enlèvement d'enfants, après celui de Ludovic Janvier, reste non élucidé. C'est pas les mêmes enquêteurs, c'est pas les mêmes juges. On aurait dû, à l'époque, vraiment mettre les mêmes enquêteurs sur les deux affaires pour faire le rapprochement, puisque il n'y a pas tant d'agresseurs qui tuent les enfants, et heureusement. Et donc, à quelques mois de distance, on peut penser, on peut craindre que ce soit le même homme. Avec le temps, Grégory Dubrulle finit par raconter tout le calvaire qu'il a subi. Un témoignage bouleversant qui révèle l'extrême dangerosité de son agresseur. Une agression sexuelle dont il n'a pas parlé à son réveil à l'hôpital. Un enfant qui est entendu en présence d'un parent, il va d'abord essayer de protéger cet adulte-là. Un enfant, quand il y a des contextes d'agression sexuelle, il ne va pas dire souvent devant le parent, parce qu'il a peur de la réaction de son parent, il a honte, il se sent coupable. C'est en arrivant sur le chemin du col de la Placette que l'agression sexuelle a débuté. C'est là qu'il commence à se masturber, puis il me dit « Vas-y, fais-le, tu verras, ça fait du bien. » Et puis, toi, t'as 7 ans, t'as vu, t'as peur. Quand je lui démontre que j'arrive pas à le masturber, j'essaye de partir, là il s'énerve, je marche en titubant, et c'est là, il me court après, il me met par terre, et il commence à me gifler, il me dit « Mais c'est comme ça qu'il faut faire !» Et moi je dis « Mais je suis gentil, je suis gentil !» Il me dérouille. Et c'est là, il a pris une pierre et il m'a défoncé. Et après, le noir. Les mois passent et le ravisseur continue de hanter les nuits de Grégory Dubrulle. Bien sûr, tu te dis, il va revenir. Et puis il va peut-être s'attaquer à ma maman, il va peut-être s'attaquer à mon papa, il va peut-être s'attaquer à ma sœur, il va peut-être s'attaquer à mon frère, et voilà. Moi, je pleure toujours la nuit. Toutes les nuits, je pleure. Toutes les nuits, je suis dans mon putain de trou. Toutes les nuits, je cours devant l'autre qui me court après. Moi, c'est à vie. Jean-Marc, nous sommes sur le chemin forestier situé à 300 mètres de la route départementale 520A. C'est à cet endroit que Grégory Dubrulle a été retrouvé entre la vie et la mort. Est-ce que vous pensez que son ravisseur connaissait cet endroit ou est-ce qu'il y est venu par hasard? Écoutez Arnaud, avant de venir ici, on s'est posé la question. Mais maintenant que nous y sommes, je pense vraiment que le ravisseur a choisi ce petit chemin uniquement parce qu'il lui paraissait à l'abri des regards pour commettre son agression et qu'il n'avait pas fait de repérage préalable. Et puis en plus, quand on regarde plus précisément les lieux, c'est vrai que derrière moi, il y a un certain nombre de maisons d'habitation. C'est d'ailleurs un des propriétaires d'une de ces maisons qui a découvert Grégory. Oui, l'agresseur, comme dans l'affaire Ludovic Janvier, a pris des risques importants. Ça confirme, s'il en était besoin, que chez ce type d'agresseur, la réalisation des pulsions sexuelles est archi-dominante. Entendu par les enquêteurs, Grégory Dubrulle a du mal à donner un signalement précis de son ravisseur. Il livre tout de même une information importante. Son agresseur portait un tatouage, un cœur rouge transpercé d'une flèche. Ouais, l'observation de ce détail fourni aux enquêteurs est extrêmement importante. C'est même plus important que s'il avait pu décrire de manière plus précise son agresseur. En effet, dans une enquête judiciaire, Arnaud, on agit par élimination. Or là, ça élimine tous les gens qui n'ont pas de tatouage. D'autant qu'en 1983, peu de personnes portaient des tatouages. Ça permet donc de cibler certaines catégories de population.
L'autre information obtenue par le témoignage de Grégory Dubrulle concerne la voiture de son ravisseur. Il parle d'une belle voiture, dans son souvenir une voiture confortable, luxueuse, qu'il va associer à un modèle de la marque Mercedes. Oui, mais là, il faut être extrêmement prudent. Ce sont les gendarmes qui, par leurs questions, leurs descriptions, orientent Grégory vers ce type de voiture, vers cette marque de voiture. Alors, il ne faudrait pas que cet élément soit l'unique axe d'enquête. Il faut faire attention de ne pas orienter toute l'enquête dans cette direction. L'agression de Grégory Dubrulle a lieu 4 mois après l'enlèvement de Ludovic Janvier dans un même secteur géographique. Et pourtant, ce sont des groupes d'enquêteurs différents qui vont travailler sur chacune de ces affaires. Ça paraît insensé. Nous sommes en 1983, Arnaud. Or, dans les années 80, on estimait que les histoires de tueurs en série, de criminels sexuels en série étaient réservées aux États-Unis et que la France était curieusement préservée par ce phénomène. Alors, une affaire, un groupe d'enquête, une autre affaire, un autre groupe d'enquête, une affaire, un juge, une autre affaire, un autre juge, quelles que soient les similitudes entre les affaires. Or là, c'est tout à fait regrettable, puisqu'on a la chance, quelque part, d'avoir 2 témoins vivants. L'un a été témoin de l'enlèvement de son frère, l'autre a été témoin de sa propre agression. Alors, bien sûr, on a recueilli leurs témoignages séparément, c'est normal. Mais pourquoi, à un moment de l'enquête, ne pas avoir confronté leurs témoignages ? Alors que les enquêtes sur les enlèvements de Ludovic Janvier et de Grégory Dubrulle ne parviennent pas à faire éclater la vérité, une macabre découverte va relancer les investigations. Cela fait près de 2 ans que Ludovic a été enlevé. Que Ludovic a disparu sans que le moindre indice ne permette de remonter jusqu'à son ravisseur. Ses parents continuent de fêter ses anniversaires en espérant qu'il soit toujours vivant. Mais en février 1985, les gros titres de la presse ruinent tous leurs espoirs. En fait, c'est en allant chercher le journal un dimanche. En première page, je vois on a retrouvé le squelette du petit Ludovic Janvier. Voilà ce que je lis. Donc je l'emmène, je montre ça à mes parents. Ils comprennent pas parce qu'ils lisent ça dans le journal. On n'a pas du tout été avertis auparavant. Je me souviens juste de cette colère qu'ils avaient de l'apprendre dans les médias. Et puis le terme fort. On a retrouvé le corps du petit Ludovic Janvier. Une colère noire, quoi. On se dit c'est pas possible d'apprendre ça dans les journaux, quoi. Terrible. Ah bah terrible, on s'est remis à pleurer tous dans la maison. Et, ça y est, ils ont retrouvé Ludovic. On imagine le squelette, on imagine ce qu'il a pu traverser. C'est à une vingtaine de kilomètres de Grenoble que les ossements ont été découverts, totalement par hasard. 2 spéléologues avaient pour projet depuis longtemps d'aller visiter une grotte qu'on appelle dans la région le Trou qui souffle, dans le Vercors. On est au nord de Grenoble, au bord de la départementale 531. Et ils vont, derrière un tas de pierres, trouver un squelette. Donc à partir de là, l'expédition s'arrête. Ils préviennent évidemment les forces de l'ordre. Ce squelette est celui d'un enfant qui, comme Grégory Dubrulle, a reçu un très violent coup à l'arrière du crâne. Cet enfant a été tué. Il a été tué par un coup derrière le crâne. Évidemment, on pense à ce qui est arrivé à Grégory Dubrulle. Et donc, évidemment, on pense à un modus operandi, à une méthode
criminelle qui soit la même à l'égard de ces enfants. Évidemment, en matière criminologique, cette découverte, elle est cruciale. Chaque mode opératoire donne des informations sur le profil de celui qui tue. Tuer avec une pierre un enfant, c'est rarement sur un coup, il faut s'acharner. C'est extrêmement violent, l'enfant hurle, crie, pleure. Enfin, c'est quand même quelque chose qui témoigne d'une déshumanisation totale de l'enfant et de celui qui le fait. Seules des expertises médico-légales permettront d'établir si ce squelette d'enfant violemment assassiné est ou n'est pas celui de Ludovic Janvier. Ce squelette, il manque quelques morceaux, mais on arrive quand même à le reconstituer. À partir de là, un examen est fait qui détermine qu'il s'agirait d'un enfant de 6 ou 7 ans. Et évidemment, à l'époque, tout le monde pense à Ludovic Janvier, dont on cherche le corps depuis 2 ans. Une seconde expertise est menée au service de médecine légale de Garches. Et là, les conclusions sont totalement différentes. La deuxième analyse qui a été menée dans la région parisienne, ça a été de dire que c'était un enfant qui était plus âgé, pouvait avoir 10 ans, et que les os étaient très anciens, 10 à 15 ans, parce qu'il présentait des traces de calcaire qui permettaient de penser qu'il avait séjourné longtemps dans le milieu, en plus, qui est spécifique à ce genre de grotte. Le squelette ne serait donc pas celui de Ludovic Janvier. Reste qu'il y a quand même cette première autopsie qui n'allait pas dans le même sens. Et ce qui est dommage, c'est qu'on n'a jamais demandé de troisième avis qui aurait peut-être permis de mettre tout le monde d'accord. Il y a 2 expertises contradictoires, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que le magistrat aurait dû aller plus loin et pas retenir forcément celle qui disait que c'était pas Ludovic Janvier. À l'époque, les analyses ADN n'existaient pas. Ce squelette d'enfant mort sous les coups d'un tueur ne peut donc être identifié. On ne peut pas dire ce n'est pas Ludovic Janvier, on ne peut pas dire c'est Ludovic Janvier. On est aujourd'hui dans le doute. Et s'il n'est pas lui, qui est-il ? C'est aussi la question, qui est-il ? Il y a un enfant, il y a un squelette d'enfant. Pourquoi le magistrat ne continue pas à chercher qui est cet enfant ? Est-ce que c'est un 3e enfant ? Ça veut dire qu'on a un prédateur qui s'en est déjà pris à 3 enfants. Quel est cet enfant de 10 ans qui manque ? Pourquoi ce corps ? On dit ça parce que devant une contradiction d'autopsie, on pouvait faire des choses. On ne les a pas faites. La médiatisation de cette découverte de squelette va avoir une conséquence très inattendue dans le dossier Ludovic Janvier. Un détenu incarcéré à la maison d'arrêt de Valence entend l'information à la radio. Persuadé que ce squelette est celui du petit garçon, cet homme affirme connaître l'identité du ravisseur. Un détenu se manifeste auprès d'un surveillant en disant « Je sais qui c'est, je sais qui a enlevé le petit Ludovic Janvier. Il l'a reconnu devant moi. » Ce détenu explique avoir recueilli les aveux du tueur, un soir dans un café de Grenoble. Il raconte une soirée où c'était un homme de sa connaissance, il l'appelle le Brun, ou le Gros. Et il dit le Brun est apparu avec des vêtements ensanglantés. Et quand on a discuté, il m'a dit je suis allée à Saint-Martin-d'Air, j'ai vu un petit garçon, je lui ai offert des bonbons. Il m'a suivi, il est monté sur ma mobilette et je l'ai tué. Immédiatement, les enquêteurs cherchent à identifier cet homme, surnommé par son accusateur, le Gros ou le Brun. Et ils finissent par interpeller un certain Antoine Guiraud-Méraud, employé municipal de la ville de Grenoble et ancien professeur de boxe, âgé de 35 ans. Les policiers obtiennent alors plusieurs témoignages évoquant la violence de cet individu
et sa préférence sexuelle pour les jeunes garçons. Donc finalement, sur la base des différentes informations qu'ils ont obtenues sur Romero, celui-ci va être inculpé. On est le 13 mai 1985, inculpé comme on disait à l'époque, et placé au secret, entre guillemets, parce qu'on a encore beaucoup de choses à vérifier autour de lui. Après avoir reçu la signification de son inculpation pour l'enlèvement de Ludovic Janvier, Antoine Guy Romero est incarcéré. L'affaire semble alors résolue. Et donc on va avoir tout d'un coup un emballement de la presse pour dire ça y est, on a trouvé le criminel. On l'a su encore une fois dans le journal. Mon père, dans une colère noire, donc voilà, il est rentré dans sa bulle et il a voulu aller le tuer, quoi. Et en fait, ma mère a prévenu assez vite les gendarmes que mon père allait faire une bêtise. Et si elle n'avait pas prévenu les gendarmes, je pense qu'il aurait pris une balle. À l'intérieur du journal, Jérôme découvre le visage du mis en cause. Et là, je vois la photo du monsieur et je dis, c'est pas lui. Je regarde, je dis, papa, c'est pas lui. Ils ont arrêté Guy Romero, mais ils sont pas une seule fois venus me voir, on n'est même pas venus me poser une question. Si je connaissais cette personne, on n'est pas venu me chercher pour me demander de me le montrer en photo, comme on le faisait d'habitude. Dans sa cellule, l'inculpé clame son innocence et réussit rapidement à se faire entendre. Et il y a même un comité de soutien qui se met en place, quelques 150 personnes qui vont se rassembler devant le palais de justice pour protester contre sa mise en examen. Il va y avoir des gens qui travaillent avec lui qui vont dire mais ça peut pas être cet homme-là, on lui connaît pas ses défauts. Un an se passe, impossible de prouver quoi que ce soit concernant sa présence à Saint-Martin-d'Hères, même s'il a été avéré qu'il fréquentait cette commune. Mais en tout cas, le jour des faits, le jour de la disparition de Ludovic Janvier. En l'absence de preuves irréfutables, Antoine Guy Romero est mis hors de cause. La justice va considérer que les charges qui sont contre lui, que ce témoignage est trop fragile, trop contradictoire pour être retenu, et M. Romero va bénéficier d'un non-lieu. Avec ce non-lieu prononcé en 1986, l'instruction sur l'enlèvement de Ludovic Janvier est clôturée. Ce que je trouve étonnant, c'est qu'on rend un non-lieu le concernant, mais on clôt tout le dossier. Si ça n'est pas lui, et si la justice considère que c'est pas lui, indépendamment des comités de soutien, de ce qu'il a fait, de ce qu'il est, de ce qu'il a dit, on doit continuer l'enquête pour retrouver cet enfant. Pourquoi on clôt le dossier ? Si on clôt le dossier dans le cadre d'un non-lieu, enfin d'un non-lieu vis-à-vis d'un personnage qui a été mis en cause, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a pu démontrer que c'était lui, qu'on considère que c'est lui, qu'il n'y a pas besoin de chercher plus loin, et que, comme on n'a pas pu le démontrer, on ferme le dossier, on laisse les parents comme ça. Les parents de Ludovic Janvier ne sont pas informés que l'instruction est terminée. Ils ignorent donc que plus aucun acte d'enquête n'est réalisé pour retrouver leur petit garçon. Dans l'affaire Grégory Dubrulle, la justice a également fermé le dossier un mois plus tôt. Une nouvelle fois, sans prévenir la famille. Inadmissible. C'est inadmissible. Faut pas fermer. Ils auraient dû remuer les montagnes, les déplacer et chercher au contraire. Ça reste un enfant, une enquête, elle se fait jusqu'au bout. On n'a pas le droit de fermer. Surtout après 3 ans, c'est rien. Soit 3 ans après les faits, comment expliquer ces non-lieux si rapides ? Ne trouvez-vous pas révoltant que la justice cesse les investigations si vite dans de telles affaires ? Le non-lieu, Arnaud, c'est une décision que prend le juge d'instruction lorsqu'il estime qu'il faut mettre fin aux investigations, qu'il faut clôturer l'instruction. Et il peut le faire pour plusieurs raisons. Soit parce que les faits sont suffisamment établis pour renvoyer le mis en cause devant une juridiction de jugement pour y être jugé,
soit au contraire parce que les faits ne sont pas suffisamment établis, par exemple parce qu'il ne parvient pas à cibler l'auteur. Alors pour revenir à ces deux affaires de disparition d'enfants, c'est vrai qu'une clôture de l'instruction au bout de 3 ans peut paraître choquante, surtout quand on sait que les auteurs sont dans la nature. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une instruction clôturée pour auteur inconnu pourra être rouverte s'il survient des éléments nouveaux susceptibles de mener à la découverte du véritable suspect. J'aimerais revenir sur le squelette d'enfant découvert dans une grotte du Vercors en 1985. Il n'a pas été possible d'identifier la petite victime. Est-ce que cela veut dire que la disparition de cet enfant n'a jamais été signalée à un service d'enquête ? Non, pas nécessairement. Il vaut mieux mettre ça sur le dos des manques de moyens techniques et logistiques de l'époque. En 1985, le fichier des personnes recherchées qui recense l'ensemble des personnes disparues et qui est accessible par tous les services d'enquête n'existait pas encore puisqu'il a été créé en 1996. Il est donc possible que la disparition de cet enfant ait été dénoncée aux enquêteurs, mais que faute d'un fichier centralisé de personnes recherchées, il n'y ait pas eu de connexion établie entre ce squelette et la disparition même dénoncée d'un enfant. Plus aucune investigation n'est menée pour retrouver Ludovic Janvier, plus aucun service d'enquête ne travaille à identifier l'agresseur de Grégory Dubrulle. Et c'est malheureusement l'enlèvement d'un autre enfant qui va permettre de relancer les investigations. Nouvelle disparition en 1987. Cette fois, on est au nord, plus au nord de Grenoble que les précédentes affaires. On est à Bourgoin-Jallieu, très exactement, et cette fois, c'est une fille. Lorsque la nuit tombe sur le quartier Champfleury de Bourgoin-Jallieu, le 8 juillet 1987, l'angoisse a gagné tous les habitants. Car la petite Charazed Bendouyou, âgée de 10 ans, a disparu depuis plusieurs heures. On essaye de chercher dans les alentours, les aires de jeu, près du centre commercial, près de la piscine et tout, puis on n'a pas de traces de Charazed. Aucune trace de Charazed, et là ça commence à être un peu une drôle d'ambiance en fait, une vague qui emporte tout le monde. On a l'impression que tout le monde a cette sensation qu'il y a un danger qui est imminent, qui est présent, qui est là. Et il commence à chercher vraiment partout. Où est la petite fille ? Que lui est-il arrivé depuis qu'elle a quitté l'appartement familial vers 13h ? Charazed a voulu aller jouer à l'extérieur pour rejoindre des amis. Ma mère, elle voulait pas la laisser seule parce qu'elle était petite, elle avait à peine 10 ans. Et puis du coup, en fait, devant l'insistance, elle dit écoute, tu descends les poubelles et puis tu t'en vas jouer avec tes amis, comme on le faisait tous. Là, on a des témoignages un peu contradictoires. Certains disent elle a descendu les poubelles, n'est jamais revenue. D'autres disent si, on l'a vue remonter, puis redescendre. On sait que Charazed a été aperçue sur la dalle, ce qui était appelé la dalle à Bourgoin-Jallieu. On l'a vue se rendre vers un magasin qui était dans l'environnement de sa cité. Sur les coups d'1h30, il y a eu un énorme orage qui a éclaté. Et du coup, on avait tous pour habitude de rentrer chez nous quand il y a un orage. On ne reste pas dehors, bien évidemment. Sauf que là, elle n'est pas revenue. Et donc, ma mère, elle a dit, écoute, va voir si elle n'est pas chez la voisine, va voir si elle n'est pas chez le voisin, va voir si elle n'est pas chez sa copine. J'ai fait chou blanc, je suis revenue. Et à partir de là, on commence à appeler la police parce qu'on commence à s'inquiéter. Les parents de Charazed veulent prévenir la police, mais ils n'ont pas de téléphone. Mon frère et ma sœur sont allés à la cabine téléphonique pour composer le 17 et de là, on leur a fait comprendre qu'il fallait arrêter de jouer avec le téléphone, que c'était pas un jeu. Des voisins de la famille Bendouyou appellent alors le commissariat. On leur demande de dire aux parents d'attendre encore un peu le retour de l'enfant. Un temps précieux et donc ainsi perdu avant que ne débutent les recherches. Il s'était passé déjà plusieurs heures avant qu'ils arrivent. De souvenirs, je me souviens qu'ils sont arrivés vers les coups de 5h30, 6h. Pas avant.
Les investigations menées dans le quartier ne permettent pas de retrouver l'enfant, dont l'absence d'heure en heure devient plus inquiétante. Mes parents, ils étaient dans la recherche. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était leur fille. Leur fille, leur fille, leur fille, leur fille. C'est tout. Férouz, la grande sœur de Sharazed, a alors 11 ans. On est allés dormir, hein, nous les petits. Hein. Par contre, les parents n'ont pas dormi. Hein. Alors, la première nuit, elle a été longue à trouver pour le sommeil. C'était très culpabilisant de se dire je vais m'endormir et peut-être qu'elle est quelque part blessée. Et nous, on est là tranquille au chaud dans un lit bien douillet, après avoir mangé et tout. Et c'était vraiment quelque chose, déjà à cet âge-là, je me disais mais elle est où quoi? Est-ce qu'elle va arriver? Est-ce qu'elle va trouver le chemin? Enfin, 1000 questions. Férouz pense que sa petite sœur s'est perdue ou qu'elle s'est blessée. À l'époque, il y avait eu l'affaire de Ludovic Janvier, qui avait fait grand bruit en 83. Mais je ne fais pas le lien à l'époque, parce que je suis petite, et parce que pour moi, Grenoble, ça me paraît extrêmement loin. Bourgoin était à 60 km de Grenoble. C'est comme si c'était 300 km dans la tête d'un enfant. Donc on se dit, on est loin, on est préservé. Les voitures de police sillonnent la ville. Des maîtres chiens tentent de retrouver la piste de la petite fille. En vain, Sharazed demeure introuvable. Et l'hypothèse d'un enlèvement s'impose. En lançant aujourd'hui un appel aux éventuels ravisseurs de la fillette, Monsieur et Madame Bendouillou essaient surtout de conjurer leur angoisse et d'exprimer leur dernier espoir de retrouver saine et sauve leur petite fille. Aux ravisseurs qui l'ont pris, qui la posent et puis qui partent tout de suite. Nous, on veut notre sœur et c'est tout. On n'a aucun problème et puis on voudrait seulement elle et puis c'est tout. On ne voudrait pas leur faire des problèmes aux autres. On voit bien cette petite Férouz à quel point elle est extrêmement concentrée dans la traduction qu'elle fait de sa maman. Il y a le regard qui regarde le journaliste, regarde la maman de temps en temps. Et qui a une gravité qui n'est pas du tout adaptée à son âge, mais qui est liée à l'événement, mais probablement aussi parce qu'elle est le porte-parole du parent. C'est extrêmement lourd pour un enfant de devoir porter cette parole d'une maman en pleine détresse, tout en étant, elle, la grande sœur d'une petite sœur qui a à peu près le même âge qu'elle, qui aurait pu être elle aussi en termes d'identification. On fait porter à cette petite fille un poids qui est terrible. C'est hyper émouvant où elle traduit, on voit ce stress, on voit ces personnes qui sont très entourées mais en même temps perdues. La police ne recueille aucun élément permettant d'orienter l'enquête. Les semaines passent et les frères et sœurs de Sharazed comprennent que leur vie ne sera plus jamais la même. Personne ne nous parle, personne ne nous dit rien. Nos parents, sans le vouloir, hein, n'ont pas répondu non plus à nos questions. En fait, on demande tout simplement où est Sharazed. Et personne ne nous répond. Personne ne nous répond. Quand vous osez même plus, après, au fur et à mesure, parler de ce sujet, tellement ça dégouline de larmes. Une maman qui est dans un état épouvantable, c'est inimaginable. Mon père qui arrête de travailler, il ne travaille plus du tout, il cherche toute la journée, toutes les soirées, sa fille, pendant plus d'1 mois. Hein. Mon père va tenter d'aller à plusieurs reprises au commissariat de Bourgoin de temps en temps pour essayer d'avoir des informations. Et il s'est fait copieusement jeter, hein, on va le dire ouvertement, hein, il n'y a pas de photo. Il n'y avait pas d'éléments supplémentaires et qu'on l'appellerait dès qu'il y en aurait. Voilà ce qu'on dit à un papa qui attend le retour de sa fille.
Voilà. Et qui ne comprend pas forcément tout ce qu'on lui dit. Et la seule chose qu'il comprend, c'est qu'il lui manque une fille et qu'il veut la retrouver à tout prix, quoi. À tout prix. Sans aucune nouvelle de l'enquête, la famille de Sharazed est douloureusement seule. Je sais qu'à l'époque, mes parents n'ont pas pu déposer plainte. Et à l'époque, on avait fait comprendre qu'il fallait éviter, pas maintenant, parce que voilà, ça pourrait mettre en danger la vie de Sharazed. Les parents de Sharazed se sentent abandonnés et démunis, surtout un soir après la visite surprise d'une assistante sociale. Un mois et demi après, ma mère était très contente. Elle pensait qu'on avait trouvé des fonds pour pouvoir payer des détectives, des choses comme ça. Et en fait, je me souviendrai de cette scène. Et cette personne est venue, et elle a fait signer un document à ma mère. Et ma mère lui demande qu'est-ce que c'est, parce que c'est après qu'on explique. Et la dame lui dit non, mais c'est pour les allocations, il faut qu'on les coupe. Jean-Marc, 1 an et demi après la disparition de Sharazed Bendouyou, en janvier 1989, le dossier d'instruction est clôturé sans même que la famille ne soit avertie de ce non-lieu. Cette décision extrêmement choquante est la conclusion logique d'une enquête bâclée. Ben oui, Arnaud, dès le début, on voit bien que cette affaire commence mal, même très mal. Le premier appel téléphonique passé par un frère et une sœur de Sharazed pour signaler sa disparition n'est pas pris en considération par les enquêteurs parce qu'il n'est pas passé par les parents. Le second coup de fil est passé par des voisins et là, la police passe trop de temps pour mettre en place un dispositif efficace. On voit bien dès le départ que tout est fait pour que les parents ne soient informés de rien du tout. Les policiers vont même jusqu'à conseiller aux parents de Sharazed de ne pas porter plainte parce que cette plainte pourrait faire courir des risques à leur enfant. Bah écoutez Arnaud, c'est absurde. On est au royaume de l'absurdie, Arnaud. En plus, j'ai appris que les parents n'avaient été entendus qu'une seule fois et que les frères et sœurs de Sharazed n'avaient même pas été entendus. Oui, vraiment, tout est fait pour isoler cette famille. Pour quelle raison, Jean-Marc ? Bah écoutez, il s'agit d'une famille nombreuse, modeste, d'origine maghrébine, dont les parents ont du mal à s'exprimer en français. Je crains hélas que l'explication soit là. Est-ce qu'on peut établir un lien entre l'enlèvement de Ludovic Janvier, celui de Grégory Dubrulle et la disparition de Sharazed Bendouyou ? Bah, il s'agit de 3 jeunes enfants, 2 garçons, une fille, qui disparaissent dans un temps rapproché et dans une même région géographique. Seulement, faute d'enquête suffisante, on ne sait même pas dans quelles conditions Sharazed a disparu, ni même à quel endroit elle a disparu. C'est pour ces raisons qu'on ne peut pas en dire plus. Ce sont des années plus tard que Férouz Bendouyou va apprendre qu'il y a eu un non-lieu et qu'en conséquence, il n'y a plus aucune enquête pour tenter d'établir ce qui est arrivé à sa petite sœur. Révoltée, elle demande à lire le dossier d'instruction. Je lis le dossier, il y a à peine 80 PV. Ridicule. Et là, on se dit, waouh, quoi. Qu'est-ce qui a fait qu'un dossier comme celui de Sharazed Bendouyou n'ait pas été traité normalement? Férouz Bendouyou découvre la motivation du non-lieu qui a clôturé le dossier de la disparition de sa sœur. L'information n'a donc pu établir l'existence d'une infraction. Comme si c'était rien passé.
C'est terrible. Cette phrase-là, je la découvre en 2003. Mais c'est une petite fille de 10 ans dont on parle. Et on voudrait nous faire croire qu'elle est disparue de son plein gré et que, quand bien même elle serait partie à la limite de son plein gré, à quel moment on arrête de chercher une petite fille de 10 ans? Je suis tellement choquée, mais vraiment, mais... J'ai honte à ma France, en fait. Certainement, elle aurait été l'enfant d'un notable de la région, on y aurait porté plus attention. La famille de Ludovic Janvier a également le sentiment d'avoir été méprisée. Souvent, mes parents disaient ça serait le fils d'un ministre ou le fils d'un procureur de la République. Enfin bref, on mettrait beaucoup plus de moyens que pour Ludovic. Nous, en deux mots, on est des petits... Et c'est elle qui va aller rencontrer les familles et les fédérer d'une certaine façon autour d'elle, jusqu'à ensuite trouver les avocats, Maître Seban et Maître Herman, qui vont rentrer dans son combat et ne plus jamais le lâcher. J'ai été pleine d'espoir quand on a rencontré Férouz et que les familles des disparus de l'Isère se sont unies pour pouvoir arriver à faire avancer les choses. On se sent soutenu, là on se dit c'est bon, ça va bouger. On se dit ça va bouger. Et effectivement, regroupées et épaulées par leurs nouveaux avocats, les familles obtiennent en 2008 le réveil des dossiers et la création d'une cellule d'enquête spécialisée baptisée Cellule Mineure 38. 38 comme le numéro du département de l'Isère. La famille de Ludovic Janvier, celle de Grégory Dubrul et celle de Sharazet Bendouyou se remettent à espérer que les enquêteurs parviennent à élucider leur drame. On m'indique qu'il va y avoir une douzaine d'enquêteurs spécialisés qui vont s'occuper exclusivement des dossiers de l'Isère, qu'il va y avoir l'IRCGN pour toute la partie scientifique, et que voilà, quoi, ce serait formidable. Ils nous ont expliqué comment ils allaient travailler, ce qu'ils allaient mettre en place. C'est-à-dire, voilà, essayer de matcher chaque info dans chaque dossier, reprendre nos témoignages, reprendre les dossiers, reprendre... C'est pas rien. Mais très vite, énorme déception, cruelle désillusion. Il apparaît qu'il va être très compliqué de remettre la main sur les scellés des différentes affaires. Même le squelette de la grotte a disparu. Lorsqu'on va rentrer dans le dossier, on va tout de suite demander à ce que ce squelette fasse l'objet d'analyses de recherche d'empreintes génétiques. Et on va apprendre à cette occasion qu'en 1998, le parquet a ordonné la destruction des ossements. Ce qui semble incroyable, puisqu'on imaginerait plutôt qu'ils auraient été enterrés sous X, par respect en fait pour ce qui est quand même une dépouille. Et là, on leur affirme que ça a été détruit. Mais la preuve de cette destruction n'a pas été apportée. Aujourd'hui, on ne sait pas si ça a été détruit ou pas, on ne sait pas s'il est perdu ou pas, on ne sait pas ce qui est devenu ce squelette d'enfant. La cellule mineure 38 permet tout de même d'élucider rapidement les meurtres de Sarah Siyad et de Saïda Berch, dont les corps ont été retrouvés à Vorep. Un homme confondu par son ADN est arrêté et reconnu coupable d'avoir tué ses deux petites filles, âgées de 6 et 10 ans. Je me souviens bien quand le meurtre de Saïda et de Sarah ont été résolus. C'était un espoir. C'était super, c'est quand même quelque chose de merveilleux pour les familles. Il n'y aura pas d'autre résolution. Mais un axe d'enquête essentiel va être dégagé par les gendarmes de la section de recherche de Grenoble. Cette cellule d'enquête conclut clairement en 2010 que sur 4 petits garçons, dont Ludovic Janvier, l'enfant de la grotte,
Grégory Dubrulle et Fabrice Ladoux, on a probablement le même auteur. Fabrice Ladoux, c'est ce garçon de 12 ans violé et tué en 1989, après avoir été enlevé à Grenoble, alors qu'il se rendait au collège. Fabrice Ladoux, on l'a retrouvé à vol d'oiseau, je crois, à 1 ou 2 kilomètres d'où j'étais. Pareil, marque de strangulation, des bleus à droite, des bleus à gauche. À 80%, c'est la même chose. Moi, Fabrice et moi, c'est la même personne, c'est sûr. Devenu adulte, Grégory Dubrulle peut apporter beaucoup à l'enquête. Il affirme maintenant clairement que la voiture de son agresseur n'était pas une Mercedes. Et devant un catalogue de petites voitures jouées datant de 1983, c'est-à-dire l'année de son enlèvement, il peut en désigner le modèle, une Fiat Ritmo. Pour moi, ça ressemble à une voiture de sport. C'était dans ce style. Après, celle-là, non. Elle est trop... Ça avait vraiment trop sport. Moi, je pense comme ça. Allez, je dirais celle-ci. La couleur beige, abricot. Tu vois, comme ça. Cette couleur-là. 2 ans après la création de la cellule d'enquête mineure 38, la justice reconnaît l'importance du travail effectué et la possibilité d'élucider ces affaires oubliées. Ça va mener à la réouverture, c'est-à-dire la désignation d'un juge d'instruction dans 3 dossiers, qui sont le dossier Ludovic Janvier, Grégory Dubrulle et Sharazed Bendouyou. Ces 3 dossiers vont repartir en instruction. Le dossier Ladoux est resté ouvert ou est ouvert, donc il est en instruction aussi. Mais contre toute attente, un nouveau non-lieu va venir une nouvelle fois clôturer ces dossiers en 2014. Oui, alors là, on ne comprend pas, on tombe de l'armoire. Ce deuxième non-lieu, c'est une deuxième gifle pour les familles. Et là commence un nouveau combat pour elles, pour ces familles, pour leurs avocats. C'est un combat juridique. C'est un combat juridique contre la prescription. C'est un combat juridique pour prouver que leurs dossiers doivent être ouverts, qu'il y a encore des possibilités d'enquête dessus. Alors que la justice accepte finalement de laisser les dossiers Janvier, Dubrulle et Bendouyou ouverts, Virginie, la sœur de Ludovic, enlevée en 1983, reçoit l'appel bouleversant d'un homme en quête d'identité. Il me dit, je connais pas mon histoire, donc il me raconte un peu son parcours, qu'il sait pas d'où il vient, qu'il a été adopté, que... Voilà, donc j'écoute. Sur le coup, je sais pas quoi penser. Je me sens fâchée. Je lui dis, tu insinues quoi, que t'es mon frère? Cet homme se demande en effet s'il n'est pas Ludovic Janvier. Tout colle, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas son histoire, ses photos peuvent coller, son histoire peut coller, il se retrouve dans le nord de la France, il a des suspicions sur son histoire personnelle, il envoie des papiers là-dessus. Oui, ça colle sur le papier, ça peut coller, donc il faut vérifier. On avait tous un espoir. Enfin, on en parlait tout le temps, quoi. On n'arrêtait pas d'en parler, on s'est dit, t'imagines. Puis on voyait ma mère, tout ça, de revoir son fils. Enfin... Mais des analyses ADN ont prouvé que cet individu n'était pas Ludovic Janvier. J'aurais vraiment aimé que cette personne soit vraiment Ludovic. Pour dire, bah voilà, on s'est accroché, on y est arrivé. J'aurais aimé. J'aurais tellement aimé que ça soit Ludovic. Aujourd'hui, les dossiers Ludovic Janvier, Grégory Dubrulle et Sharazed Bendouyou ont été transférés au pôle spécialisé dans les crimes sériels et non élucidés du tribunal judiciaire de Nanterre. Négar, qu'est-ce que ce nouveau pôle?
C'est la loi pour la confiance dans la justice de décembre 2021 qui a créé un service dédié aux affaires non élucidées et aux crimes en série que l'on appelle communément le pôle Cold Case. Ce service se situe au tribunal judiciaire de Nanterre et il est constitué par des magistrats et des enquêteurs spécialisés et spécialement dédiés à ce service. Leur tâche consistera donc à faire des liens entre des procédures complexes disséminées un peu partout sur le territoire national. Et on peut imaginer que ce service aura du travail puisque selon le garde des Sceaux, il existe aujourd'hui 173 affaires non élucidées pour lesquelles la justice est saisie et 68 procédures de crimes sériels. La création de ce nouveau pôle suscite beaucoup d'espoir pour les familles de victimes. Comment faire pour qu'un dossier non élucidé soit transféré au juge d'instruction de Nanterre ? La loi de décembre 2021, qui a créé ce pôle Cold Case, n'a pas prévu la possibilité pour les victimes et leurs familles de... Pourquoi ? Comment ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Le pôle de Nanterre travaille aujourd'hui sur un homme qui a tué en 1993 dans le Gard un petit garçon et agressé sexuellement de nombreux enfants. Un certain Willy Van Coppernoll. C'est un Belge, mais en vérité, il a surtout sévi en France. Une trentaine de condamnations à son actif, essentiellement pour rapt, pour attentat à la pudeur, où on sait que c'est quelqu'un qui a un mode opératoire bien rodé, qui gagne la confiance des enfants pour ensuite abuser d'eux. Forcément, ça fait écho au récit de Grégory Dubrulle. L'autre élément intéressant est le mode opératoire de son seul crime. Il a tué à coups de pierre à l'arrière du crâne un enfant qu'il avait enlevé en voiture. Là encore, ça fait écho à l'agression de Grégory Dubrulle. Ça fait écho aussi à celle de Fabrice Ladoux, qui a lui aussi été retrouvé le crâne fracassé. Et ça fait même écho d'une certaine façon au squelette retrouvé dans la grotte en 1985, puisqu'il y avait des traces là aussi d'un crâne fracassé par un objet lourd. Donc la piste Willy Van Coppernoll, elle est digne d'intérêt. Maintenant, Willy Van Coppernoll, il a 78 ans aujourd'hui, il est dans sa prison. Si on veut faire un certain nombre de vérifications, si on veut le confronter, il va falloir aller vite. Une piste très intéressante, dont Jérôme Janvier attend les résultats avec impatience. En fait, il ressemble assez à la personne que j'ai vue enlever Ludovic. Plus vieux, nettement plus vieux forcément, mais il lui ressemble assez et en fait, j'ai demandé si c'était possible d'avoir des photos de cette personne-là dans les années 80. Je vais demander à ce qu'il soit que Grégory Dubrulle voit la photo de cet homme, voire soit confronté à cet homme. On verra ce qui se passera. Moi, personnellement, ma vie, elle est bousillée, de toute façon. Depuis le début, en fait, depuis que je suis remonté de ce putain de trou, ma vie a été foutue, en fait. Grégory, c'est un mort-vivant, quelque part. Une partie de lui a été perdue. Et ils ont tous perdu une part de leur vie. Et on partage ces moments-là, quand ils en parlent, c'est des moments d'échange entre humains. C'est pas un avocat et des victimes, c'est des personnes qui ont vécu un drame. Et ils font partie de ma vie. Aujourd'hui, l'instruction menée au pôle de Nanterre permet à nouveau d'espérer une résolution dans ces dossiers vieux d'une quarantaine d'années. La conviction que je porte, c'est qu'aucune affaire ne résiste à l'enquête pour peu qu'on y mette les moyens. Et ce pôle, pour nous, ça doit être l'exemple d'un travail collectif de la modernité. C'est un nouvel espoir pour nous, de se dire déjà de ne plus changer de juge. C'est rassurant pour nous, parce qu'on sait que le dossier risque moins d'être fermé. Et puis le fait de rassembler tous les dossiers vraiment importants. Je pense qu'on aura des résultats avec ça. J'espère.
chaque année qui passe, c'est des années de perdu pour nous. Faut que le pôle avance, en fait. Voilà. Et ils ont des moyens, et ils ont des outils, et ça va avancer, et ça va s'agrandir, et ça va se gonfler avec les nouvelles technologies. Faut leur faire confiance, et il faut leur donner les moyens. On ne peut pas ne pas être touché par cette injustice absolue. Ce sont des frères et des sœurs qui ont perdu l'un des leurs, qui ont perdu une sœur ou un frère. C'est viscéral. Jean-Marc, j'aimerais que nous nous arrêtions sur la création en mars 2022 de ce nouveau pôle dédié aux crimes sériels et non élucidés. C'est bien évidemment une avancée majeure pour le traitement de ces dossiers, mais c'est aussi pour nous une vraie satisfaction. Oui, Arnaud, quand nous avons créé en 2008 Non élucidé, ces affaires, à part certaines qui étaient très médiatisées, n'intéressaient pas grand monde. Les institutions, police, gendarmerie, justice, ne se donnaient pas les moyens nécessaires pour les résoudre. Si certaines de ces affaires, malgré tout, arrivaient à être élucidées, c'est grâce à l'obstination individuelle d'un juge, d'un policier ou d'un gendarme. Aujourd'hui, grâce à l'action conjuguée de magistrats, de policiers, de gendarmes et d'avocats, je pense bien sûr à Maître Herman, à Maître Seban, et grâce aussi, Arnaud, au sérieux et à la notoriété de notre émission, ces affaires sont prises